André depuis Kinshasa. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette première édition qui partira à partir de Rome. Nous sommes là en Italie qui accueille depuis hier le sommet Italie-Afrique pour donner un coup d'accélérateur à son plan de développement pour l'Afrique. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que de hautes personnalités africaines y prennent également part à ces assises. La République démocratique du Congo est valablement représentée à cette rencontre par les trichements de la première ministre Judith Souminois. D'autres détails dans ce reportage de Chimène Dondo. À Rome, la RDC fait entendre sa voix, déterminée à bâtir une Afrique plus forte, plus unie et plus connectée au monde, au sommet sur le plan Mattei et le global Gateway. Sommet qui s'est ouvert ce vendredi à la Villa d'Oriam Pamphile. La première ministre congolaise Judith Suminwa qui s'est fait accompagner du ministre du Tourisme Didier Pombia Moussanga et du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katembwe y a porté haut les ambitions de la RDC. Au cœur de son discours, le projet des corridors de Lobito, un axe stratégique qui pourrait transformer l'économie de la sous-région. Dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, ça va se faire à travers notamment le corridor de Lobito, mais il ne faut pas voir le corridor de Lobito juste comme l'ouverture vers l'Atlantique à travers l'Angola et la Zambie du chemin de fer, mais il faut aller plus loin que ça en regardant tous les projets ou programmes structurants qui vont pouvoir être créés autour de ce corridor et en faire un pôle de développement. La RDC, riche en ressources, veut séduire les investisseurs. Judith Suminwa appelle à la création d'un réseau de transport complet. Il y a des projets autant d'infrastructures routières, ferroviaires que fluviales et lacustres, mais aussi des programmes ou projets dans le cadre de l'agriculture avec le développement de chaînes de valeur, la transformation aussi minière qu'il va falloir prendre en considération et aussi, comme on met souvent l'accent sur ça avec le chef de l'État, tout ce qui est en perspective de la formation professionnelle qui viendra renforcer le capital humain qui est une de nos premières ressources et qui permettra justement à nos jeunes de trouver des emplois dans des domaines aujourd'hui qui sont à la pointe du développement. Avant de conclure son adresse, la chef du gouvernement de la RDC a fait un clin d'œil au projet de partenariat entre l'équipe de football italien AC Milan et le ministère du Tourisme congolais. Un partenariat qui allie diplomatie, coopération et investissement. Restons toujours à Rome où des parlementaires et chefs religieux du monde entier ont lancé un puissant appel à la paix, à l'espoir et à la solidarité. C'était au terme de la 10e conférence parlementaire sur les dialogues interconfessionnels tenue à Rome du 19 au 20 juin. Le premier vice-président du Sénat, l'RDC, José Kalala Wakalala, a aussi participé à cette rencontre à Rome. Nous retrouvons Anita Luamba. La 12e conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel, placée sous le thème « Renforcer la confiance et susciter l'espoir pour bâtir notre avenir commun », s'est ouverte à Rome. Elle vise à promouvoir le dialogue entre les religions comme un levier essentiel pour la paix, la cohésion sociale et le respect des droits fondamentaux. Pour la RDC, la participation du premier vice-président du Sénat, José Kalala Wakalala, revêt une portée stratégique et symbolique dans un contexte où le pays est confronté à de nombreux défis liés aux tensions communautaires et aux fractures identitaires. La présence du chef de la diplomatie parlementaire à Rome montre la volonté de la Chambre haute du Parlement de s'inscrire activement dans les initiatives internationales pour la paix. Une occasion pour José Kalala Wakalala de saluer la diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le thème de ces assises résonne au plus profond du cœur et de l'esprit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a résolument engagé notre pays sur la voie d'un avenir garanti par la paix, la tolérance et la coopération. Pour preuve, dès son entrée au pouvoir, il avait d'abord réuni toutes les confessions religieuses pour confier le pays au Créateur
et il avait ensuite fait la ronde de tous les pays voisins pour tendre la main à ses homologues en vue de consolider et renforcer la paix et la coopération sud-sud. Mais cette démarche salutaire s'était butée aux velléités expansionnistes et génocidaires des régimes de certains pays voisins, dont le Mali. Cette conférence, organisée par l'Union interparlementaire et le Parlement italien, en coopération avec l'organisation Religion for Peace, fait suite à la première conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel organisée en juin 2023 à Marrakech, au Maroc. Dans l'actualité également, ces interrogations, quelles sont les causes et quelles mesures également faut-il prendre pour mettre fin au détournement des deniers publics et la corruption en République démocratique du Congo? Le député national Gary Sakata a tenté de répondre à toutes ces questions au micro de notre confrère Jacques Méji. Quelle législation, quel parlementaire pour une stratégie anticorruption efficace pour la RDC? Une question qui a mis ensemble l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC, le réseau des parlementaires africains contre la corruption APNAC et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Au cours de ce déjeuner de concertation parlementaire qui a connu la participation des députés nationaux, sénateurs, institutions de contrôle, parlementaires techniques et financiers et la société civile, toutes les questions sur un engagement nécessaire de tous pour lutter contre ce fléau qui maintient le pays dans le sous-développement ont été abordés. Des exposés très pertinents ont été faits, parmi lesquels celui de Michel Victor Lessay Boudouka, coordonnateur de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la corruption, APLC. La nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption 2022-2026 s'articule autour de 3 axes stratégiques suivants. La prévention, la détection et la répression. Tous sont unanimes, la corruption, il faut la combattre, mais il faut surtout se doter des outils juridiques efficaces. Vous l'aurez corrigé avec moi, il s'agit plutôt d'une journée de concertation parlementaire et d'échanges dédiés sur la prévention et la lutte contre la corruption et ses effets ainsi que la fraude en République démocratique du Congo. Reportage préparé et commenté par Eddie Ichala. Je vous disais dans le sommaire de cette édition de l'actualité également, quelles sont les causes et quelles mesures faut-il prendre pour mettre fin au détournement des deniers publics et la corruption en République démocratique du Congo? Le député national Gary Sakata a tenté de répondre aux questions de notre confrère Jacques Méji. Les causes de détournement sont variées et d'ailleurs multiples. Il y a les motivations personnelles liées à la cupidité et au désir d'un enrichissement rapide au détriment de l'intérêt général. Et la deuxième cause que l'on peut évoquer, c'est la pression familiale, sociale ou même politique. C'est dire que lorsque l'on est ce qu'on appelle autorité morale, donc chef d'un parti politique, et que l'on occupe une fonction publique, l'on est tenté de se servir, pas forcément pour soi-même et manger à la maison, mais c'est pour entretenir son parti parce qu'on se dit que l'on ne sait jamais demain. La troisième cause que l'on peut évoquer, c'est l'absence des sanctions dissuasives ou l'impunité dont bénéficient certains. Il faut prévoir des sanctions à 2 niveaux. Les sanctions pénales d'une part et les sanctions administratives d'autre part. Mais également, on peut également prévoir des sanctions à caractère moral. Commençons par les sanctions à caractère moral. Il faudrait que les détournements appellent une réprobation populaire, sans faille. Et apparemment, de plus en plus, on tente d'aller vers cela. Le peuple maintenant ne veut plus entendre quelqu'un défendre une personne qui est soupçonnée de détournement. Les sanctions pénales sont prévues dans le code pénal. Je pense qu'on a l'article 4 ou 5 qui détermine la liste des peines, qui prévoit la peine de mort, les travaux forcés, la servitude pénale, ainsi de suite, ainsi de suite. Suivi de ce que je veux dire, les sanctions administratives, premièrement, c'est la révocation de la personne, mais également la confiscation de ses biens. La République, ainsi que ses politiques ou ses gestionnaires, doivent prendre conscience que le détournement est un fléau, au même titre que la corruption, au même titre que la xénophobie, au même titre que le tribalisme. Ce sont des fléaux, tous au même niveau, parce que cela dessert l'intérêt général et met la République en danger. Pour ces propos recueillis, dans le reste de l'actualité, une équipe du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité séjourne dans la ville de Kisangani. Nous sommes là à la province de la Chopo pour la tenue prochaine et la préparation d'une rencontre axée sur la résolution de conflits et la paix dans cette partie du territoire national. D'autres détails dans ces reportages. Kisangani, sur la rive gauche du fleuve Congo, précisément dans la commune de Lubunga, s'apprête à accueillir une cérémonie coutumière historique, la réconciliation entre les communautés Mbole et Lingula.
Le lieu de l'événement en cours d'aménagement est situé dans le quartier Lokwa-Osio, précisément sur les terrains situés à proximité de la célèbre prison d'Osio. Le choix de ce site est justifié. C'est ici où le désaccord a commencé. Le conflit foncier est le nœud du problème. Une équipe du cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Chabani Louko Jacquemin, a effectué une visite d'inspection sur le site. Après des années de tensions intercommunautaires ayant profondément secoué la province de la Chopo, l'Embolé et le Lengola s'apprêtent à tourner une page douloureuse de leur histoire commune. À l'initiative du gouvernement, nous avons accepté de nous réconcilier. Les couples intercommunautaires Mbolé-Lengola avaient été contraints à la séparation. Lors de cette cérémonie, ils regagneront leur foyer. Nous sommes réjouis d'avoir la présence des VPM chez nous à Lubunga pour la rituelle. Nous les remercions d'avance parce qu'ils représentent les garants de la nation qui a un bon diplomatie. La cérémonie trouve ses origines dans 3 jours d'échanges intenses tenus en décembre 2024 à l'université de Kisangani. C'est à cette occasion que les représentants des 2 communautés ont exprimé d'une seule voix leur volonté de mettre fin aux hostilités. La devise « jamais trahir la République démocratique du Congo » a été rappelée aux militaires du centre d'entraînement de Kotakoli. Nous sommes là dans la province de l'Équateur par les vice-premiers ministres en charge de la défense nationale lors d'une causerie morale tenue sur place. Aussi, Guy Kabombo s'est également rendu dans les territoires de Mobaïmbongo. Reportage. Kotakoli, ce centre d'entraînement de haut niveau des commandos des FARDC, situé à 90 km de Guadolité, chef-lieu de la province du Nord-Ubangi, a reçu la visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Le mauvais état des routes n'a pas empêché Maître Guy Kabombo Modianvita de s'y rendre. Face au conflit civilo-militaire qui prévaut dans le territoire de Mobaïmbongo, le VPM de la Défense nationale s'est rendu pour la réparation des victimes. Au cours d'une causerie morale avec les militaires en renforcement des capacités dans ce centre d'entraînement de Kotakoli, il a rappelé le principe de l'armée comprise dans la devise « Ne jamais trahir le Congo ». Sur les questions de survol de l'espace aérien et les immigrés éleveurs Mbororo infiltrés par les milices Seleka et Anti-Balaka de la Centrafrique, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Modianvita, a rassuré que la question est déjà traitée au Conseil des ministres par sa collègue en charge des affaires étrangères. Il a rappelé par ailleurs qu'un accord de coopération militaire a été signé il y a quelques mois avec la République centrafricaine où son homologue centrafricain a affirmé que la RCA ne servira jamais de base arrière pour attaquer la RDC. Soucieux d'apporter les réformes de fond, se basant ainsi sur les réalités actuelles du terrain en vue de reconstruire les FARDC, mission lui confiée par le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre de la Défense nationale, ne laisse aucune région militaire derrière. Chaque problème spécifique sera pris en compte dans la nouvelle dynamique. Rappelons par ailleurs que le VPM de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Modianvita, a atterri la veille à l'aéroport international de Guadolité sous une pluie battante et a présidé le comité provincial de sécurité. Bien avant cela, il a fait un escale à Guémena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangi, où il a assisté au briefing du secteur opérationnel Nord-Équateur. La proximité avec les épouses militaires est sa marque. Comme à l'accoutumée, il a également échangé avec elles en bon père de famille et les a promis l'accompagnement du gouvernement. Et puis cette nouvelle, avant de poursuivre cette édition du journal, arrivé hier à Kinshasa, le général Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense du peuple ougandais, a eu ici sur place une séance de travail à Kinshasa avec son homologue congolais, le général Banza Mouilambwe Gilles, chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo. Après la séance de travail, ils ont ensemble signé les mémorandums d'entente
révisés et actualisés sur des opérations conjointes contre les ADF et d'autres groupes armés locaux en Ituri, également dans la province du Nord Kivu. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, les commandants de la 14e région militaire, le général-major Stasian Kizimu Mbuyu a tenu une parade mixte FARDC-PNC en toile de fond. L'examen de la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa, également les missions des forces de défense et de sécurité. D'autres détails dans ce reportage. Parade mixte FARDC, police nationale congolaise, tout a commencé par la prière. Le commandant de la 14e région militaire, le général Stazembu Kizimu, a, au cours de cette causerie morale, axé son intervention sur 4 points. Il était donc question de la mission de l'armée et de la police, de la situation sécuritaire sur l'ensemble du pays et de Kinshasa en particulier, de la discipline, de la problématique d'utilisation des réseaux sociaux et de l'amour de la patrie. La ville de Kinshasa doit être calme, comme le veut le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Le militaire doit être loyal envers sa patrie et ne jamais trahir le Congo. La discipline étant la mère des armées, a-t-il rappelé. Le général-major Stazembu Kizimu a insisté sur l'appel du chef d'état-major général qui veut que les troupes de la 14e région militaire soient modèles. Éviter ainsi le vagabondage en tenue avec armes et faire très attention à ceux qui s'adonnent à des actes qui favorisent l'insécurité. Le militaire doit dénoncer tout mouvement suspect. Président Tshisekedi, il faut le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se bat jour et nuit pour que ce pays que Dieu nous a donné soit en sécurité pour notre progéniture. La sécurité de la ville-province de Kinshasa est notre devoir. Défendre toutes ses limites et la population. Cette histoire de braquage qui prend de l'ampleur doit prendre fin, comme le veut le chef de l'État. Celui qui tombera dans le filet de forces de défense et de sécurité, sa place est en prison, quel que soit son grade. Cette rencontre avec les hommes des troupes consiste en leur réarmement moral et à les sensibiliser sur leurs responsabilités dans le maintien de l'ordre et de la sécurité publique. Comme des traditions, la causerie morale s'est terminée par un défilé des troupes. De Kinshasa, nous partons pour Harare et au Zimbabwe. Le ministre de l'intégration régionale, Didier Mukonzu, a été reçu par son homologue zimbabwéen, notamment autour zimbabwéen des affaires étrangères, autour de la situation sécuritaire de la partie Est, si place Harare. Et nous retrouvons notre envoyé spécial, Willy Atunakov Kapumba. Le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mukonzu, qui a séjourné sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Harare au Zimbabwe, pays assumant la présidence en exercice de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, SADC, a été chaleureusement reçu jeudi 19 juin 2025 par son homologue zimbabwéen, Amon Murwira, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, en sa qualité de président en exercice du Conseil des ministres de la SADC. Au menu de leurs échanges, la situation sécuritaire et humanitaire dramatique et préoccupante qui prévaut actuellement dans la partie est de la RDC, toujours en proie à l'agression rwandaise, l'évolution du suivi des décisions prises à Dar es Salaam en Tanzanie par les chefs d'État et des gouvernements lors du sommet mixte EAC-SADC et les perspectives d'avenir de prochains différents travaux de cette organisation régionale. Vous saviez que le Zimbabwe, c'est un soutien pour la République démocratique du Congo à ce qui se passe à l'est de notre pays. Et nous avions échangé aussi sur le processus qui a été mis en place entre EAC et SADC en perspective de réunions qui vont se faire. Et nous l'avions souhaité qu'à chaque fois que nous soyons associés. Rappelons que le prochain sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADC se tiendra au mois d'août prochain à Antananarivo, à Madagascar, au cours duquel ces pays hôtes succédera au Zimbabwe à la tête de cette communauté de l'Afrique australe.
Les rôles, l'objet et les activités de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, il en a été question lors de la campagne nationale de sensibilisation des agents publics du secrétariat général aux finances. La campagne de sensibilisation des agents publics du secrétariat général aux finances sur la mission de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État a fermé ses portes au courant de cette semaine. Cette stratégie de communication de cette structure technique de la fonction publique vise à vulgariser son objectif de moderniser et d'humaniser le système de protection sociale dans le secteur public du pays. Cette initiative traduit la vision du chef de l'État de bâtir un Congo protecteur du social des fonctionnaires et agents publics de l'État. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, Jean-Pierre Liaou-Ebois, qui matérialise cette réforme de l'État, a lancé 2 projets de loi sur la restauration de l'image et de la dignité de l'agent public. Cette politique réaliste prône la culture bâtie sur la transparence, la performance et la protection sociale. Le directeur général de la SENSAP, Junior Mata Melanga, n'a pas hésité un seul instant à la demande du secrétaire général aux finances, Jean-Gaston Magna. Quant à l'organisation de cette campagne de sensibilisation sur le rôle de la SENSAP, cette campagne de sensibilisation a un intérêt pédagogique pour les agences de cadre de l'administration des finances publiques déployées sur 3 sites de travaux. Et puis, lancement à Kinshasa, la 2e édition de la campagne de lutte contre le VIH et SIDA et de promotion de la santé familiale. D'autres détails dans ce reportage. Engagé dans la prévention de la lutte contre la maladie dans le plus grand combat et l'éradication de la polio qui a éradiqué la surface, la planète Terre à 99,99%. La Rotary Club International étant sa lutte contre d'autres maladies à travers le groupe d'action RFHA. Au cours de la première édition, nous avons permis à 4560 bénéficiaires d'avoir accès aux services de soins de santé gratuits dans 8 zones de santé de la ville de Kinshasa. Et cette 2e édition, avec cette 2e édition, nous envisageons atteindre 9000 bénéficiaires. Ensemble, nous voyons un monde où les gens se rassemblent et passent à l'action pour créer un changement durable dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. Cet événement humanitaire dont la vocation est de couvrir toute la République démocratique du Congo est à sa 2e édition qui est lancée ce vendredi 20 juin 2025 à Pakadjouma, qui sera clôturé le 29 juin prochain. Cet événement vise à offrir gratuitement, via la campagne annuelle des services de soins de santé, contre un certain nombre de maladies à des populations qui n'ont généralement pas accès aux services de soins de santé à cause de nombreuses barrières géographiques, financières et autres. La journée de Rotary pour la santé de la famille rassemble le médecin, infirmier, volontaire et autres professionnels de santé pour fournir de consultations médicales, de soins de prévention ainsi que de traitement de maladies courantes. Les propriétaires des parcelles de la ville-province Kinshasa auront dans les tout prochains jours de nouvelles fiches parcellaires. C'est ce qui ressort de travaux de forum de haut niveau tenus à Kinshasa dans le cadre du projet Kinelinda. Explication, Émilie Kaindou. Le projet Kinelinda a pour but d'améliorer la gestion urbaine de la ville-province Kinshasa en se basant sur l'accès aux infrastructures, aux services et aux opportunités socio-économiques. Financé par la Banque mondiale et initié par le gouvernement congolais, le projet comprend des investissements au niveau de la ville et des proximités dans les quartiers, ainsi que le renforcement des capacités en matière de gestion urbaine. Ce forum de haut niveau permet aux parties prenantes de discuter sur le projet réalisé, des défis rencontrés et des perspectives à venir. Le projet est quand même assez bien accueilli par la salle. Les questions et les contributions étaient vraiment les bienvenues et nous allons en tenir compte dans l'amélioration à apporter à la méthodologie. Et nous pensons que cette première expérience que nous sommes en train de faire sur la commune de Ndjili va donner des résultats intéressants et va pouvoir déboucher sur la réalisation de ces fiches-là
dans toutes les communes qui nécessitent cette réalisation dans la ville province de Kinshasa. Cet espace de dialogue a facilité les échanges sur l'expérience, les défis, les stratégies pour la mise en œuvre efficace de gestion des déchets, d'assainissement, l'accès à l'eau potable, le transport, les logements et la création d'emplois pour la population de la ville-province Kinshasa. Les sinistrés des dernières inondations causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la capitale vont bientôt retrouver leur domicile respectif. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, après des échanges qu'il a eus avec ces derniers aussi. Il était accompagné de l'ambassadeur des Émirats arabes unis. C'était lors de sa visite d'évaluation des conditions de vie des sinistrés logés notamment au niveau du centre d'hébergement temporaire situé au niveau du stade Tata Raphaël. C'est en compagnie de l'ambassadeur des Émirats arabes unis en poste en République démocratique du Congo, Dr Hanan Othman Barout El Baroudi, que le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a effectué cette visite sur le site des sinistrés des récentes inondations logés dans l'enceinte du stade Tata Raphaël. Cette descente du premier citoyen de la ville de Kinshasa a eu pour but d'évaluer et de s'enquérir personnellement des conditions de vie des sinistrés dont ces sites d'hébergement des gens. Daniel Bumba Lubaki a tour fait la ronde d'une pièce à une autre. Au cours de sa visite d'évaluation, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a échangé avec les sinistrés logés sur place. Occasion pour le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, de les rassurer de leur retour dans les jours à venir dans les domiciles respectifs. Pour l'heure, il est question d'évaluer toutes les modalités de sortie, a-t-il souligné. Entre-temps, un travail en commission et sous-commission a été préconisé et mis sur pied par l'autorité urbaine de Kinshasa pour une durée d'une semaine. C'est dans le but de trouver la marche à suivre et d'assurer un retour en toute quiétude et sécurité des chaque sinistré. L'assainissement et la sécurité, objet d'un échange entre le bourgmestre de la commune de Mongafula et les chefs des quartiers de sa juridiction. C'est un reportage de Pascal Chichot rendu ici Paris, Kabomba. Dans les soucis de matérialiser la vision du gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, sur l'opération Balaba les Awenzete, une opération qui vient de renforcer celle de Kinezo Bonga, le numéro 1 de la commune de Mongafula, a réuni autour de lui tous les chefs des quartiers de sa juridiction. Il a, au cours de cette séance de travail, fait appel à l'implication de tous et à la mise en œuvre de directives prises pour rendre salubres les quartiers de Mongafula en martelant sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Une cartographie opérationnelle est prévue dans chaque quartier en vue de lancer la chasse aux sorcières. C'est une réunion hebdomadaire de chefs de quartier où nous parlions de tout ce qui se passe dans la commune sur le plan sécuritaire, l'assainissement, de veille patriotique et de projets que nous projetons aussi dans l'avenir, selon la vision du chef de l'État. Nous demandons l'implication de la population pour qu'il y ait une bonne réussite. Occasion saisie par l'autorité municipale Séverin Lumbu Malamba de procéder à la remise de drapeaux aux chefs des quartiers, symbole de l'identité nationale, pour faciliter la sensibilisation des jeunes sur le civisme et le veille patriotique dans leur quartier. Soucié d'assainir sa commune, plusieurs projets sont en cours d'exécution, notamment la construction des forages d'eau et la construction des 2 bâtiments administratifs. Dans le reste de l'actualité, présentation par les autorités de la Régie des eaux et ça, l'autorité publique des rapports sur les états financiers pour l'année fiscale 2024 de cette entreprise du portefeuille de l'État ainsi que les perspectives d'avenir. Reportage. Ces rapports, présentés en toute transparence en vertu du principe de la redevabilité envers les peuples congolais, fournissent les informations quantitatives et qualitatives détaillées, les difficultés auxquelles la Régie des OSA est confrontée actuellement. Directeur général, la Régie des OSA, David Chulumba Mutumbu, a indiqué que l'exercice 2024 a été marqué par quelques avancées significatives. Cependant, les coûts de production est de loin supérieur au prix des ventes, ce qui crée un déficit pour cette entreprise du portefeuille de l'État. D'où cet appel des autorités de la Régie des OSA au changement de l'approche et à la participation de tous
à des actions plus soutenues. Question d'aider la régie des ESA à rétablir son équilibre d'exploitation et financier. En parallèle, la régie des ESA compte optimiser son efficacité opérationnelle à travers la digitalisation et la diversification de ses activités, notamment l'installation de compteurs intelligents, la construction de sa propre usine de fabrication de tuyauteries et autres accessoires de plomberie dans la zone économique spéciale pilote des Maluku. Ajoutez à cela son unité de production d'eau en bouteille et des panneaux solaires. Nous avons un devoir de redevabilité sur notre gestion, sur ce que nous faisons avec l'argent des abonnés et bien sûr les investissements de l'État. Pour que les abonnés puissent comprendre c'est quoi nos difficultés, pour que l'État puisse comprendre également pourquoi nous posons certains problèmes à l'État. Or, ce que la produit à travers la République est à moins de 20%. Donc nous devons nous prendre en charge pour changer la donne. Cette cérémonie a connu la participation des experts de la présidence et de la primature, des élus nationaux et sénateurs, représentants des institutions de la République et la société civile, ainsi que cadres et agents de la régie des USA. Nous allons nous attarder cette fois-ci à cet atelier d'identification des chaînes des valeurs initiées par les projets Transform RDC pour le développement des petites et moyennes entreprises. Explication signée Mira Ndeke. L'intégration de MPME dans les chaînes de valeur est cruciale pour leur croissance et leur contribution au développement économique. C'est ce qui justifie cet atelier organisé ce jour par le projet Transformant. Il était question, après une étude approfondie, d'identifier les chaînes de valeurs agricoles prioritaires à développer dans les villes de Mbuji-Mayi et les corridors du Congo central, et ce dans le but de renforcer les capacités des acteurs impliqués dans les filières afin d'améliorer leur compétitivité. Occasion saisie pour les acteurs de présenter les initiatives compte tenu de chaînes de valeur adaptées à leurs provinces respectives. Les défis, ils sont énormes, à l'image du secteur agricole. Ce qu'on va essayer de faire avec les projets Transform, c'est de voir comment, au travers de l'initiative Centre PME, essayer d'alléger les contraintes qui pèsent sur le développement de ces chaînes de valeur et aider aussi les acteurs à devenir compétitifs, accroître leur niveau de production et, in fine, lutter contre la pauvreté dans les zones de localisation de ces différentes chaînes de valeur. Le projet Transform se dit prêt à les accompagner avec la création de centres de PME. Et c'est dans ce cadre-là que le projet Transform, qui est à la suite des pas d'NPME, a jugé utile d'abord d'identifier les chaînes de valeur porteuses, d'essayer de comprendre quels sont leurs défis et quelles sont les opportunités, et aussi d'identifier parmi ces chaînes de valeurs-là les initiatives qui sont potentielles pour mettre en place les centres de PME. Il s'est de noter que cette étude va permettre de cibler les produits à fort potentiel de croissance et de définir le besoin spécifique à chaque chaîne de valeur. Et puis, c'est communiqué avant de se quitter. Les détails de cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, porte à la connaissance de l'opinion publique. Il a été constaté avec une vive préoccupation la circulation des fausses correspondances frauduleusement établies ainsi que l'émission d'appels téléphoniques en ce nom et qualité. En effet, des individus mal intentionnés usurpent son identité en fabriquant des faux en-tête de la présidence de la République et en imitant également sa signature afin de produire des lettres de recommandation adressées à divers responsables d'entreprises, d'établissements et services publics ou d'autres structures étatiques, tant publics que privés, dans le but d'obtenir des embauches, prestations ou avantages indus. Ces actes sont donc parfois accompagnés d'appels téléphoniques émis à partir des numéros qui ne lui appartiennent nullement. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo, tient à préciser qu'aucune lettre de cette nature ni aucun appel téléphonique n'ont été émis par lui. Dans ce sens, depuis sa nomination à cette fonction, il s'agit de toute évidence d'actes d'usurpation d'identité et de faux sévèrement réprimés par la loi en vigueur en République démocratique du Congo. En conséquence, il invite toute personne recevant une telle
correspondance où un tel appel a fait preuve de la plus grande vigilance et en informer également immédiatement des services compétents de sécurité ou les autorités judiciaires. Pour toute information ou besoin de vérification, il est recommandé de contacter directement son bureau au numéro suivant plus 243 81 708 22 99. Je répète, plus 243 81 782 99. Enfin, le directeur de cabinet se réserve le droit de traduire devant les juridictions compétentes toute personne impliquée dans les manœuvres frauduleuses décrite faites à Kinshasa le 20 juin 2025. Honoré Michabo Chitenge, assistant principal du cabinet du chef de l'État. Ainsi s'achève cette première édition du journal sur notre antenne édition coordonnée par Angèle Mabiala-Landou et supervisée par Jacques Kaboba Seydouga. Merci de votre sympathique attention. Merci également à nos équipes, à la rédaction et à la régie, notamment à Jonathan Moubalama, Mamita Bangoulou, Alain Ngalia, Ribin Kumbu, Didier Diawa, ainsi que